Pendant ce temps-là, le Sénégal est en deuil depuis ce mercredi 15 mars, suite à la disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, grand khalife de la confrérie Tidjane. Al Maktoum, entendons le cacher, l'homme de Dieu, s'en est allé à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un ciel morose et ses nombreux adeptes dans une grande tristesse. Cheikh Tidiane Sy était respecté par tous les musulmans, pas seulement ceux de sa confrérie, comme l'explique l'historien Massamba Gueye. C'est cela que ressent le Sénégal aujourd'hui, un vide. Et on l'appelait Al Maktoum, qui en arabe signifie le caché. Et c'est ce mystère sur sa vie qui aujourd'hui entoure le ciel. Et le ciel est gris, a-t-il déclaré. Comme le veut la tradition, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum a été inhumé dans la nuit du mercredi 15 mars à Tivaouane, la ville sainte où s'est rendu en fin de matinée le chef de l'État Macky Sall pour présenter, comme des milliers de fidèles, ses condoléances. L'Église catholique et les différents foyers religieux ont rendu hommage à l'illustre homme de Dieu qui n'a jamais cessé d'enseigner la parole du Créateur et de prendre position à chaque fois que de besoin pour dénoncer les abus du pouvoir politique, ce qui lui a valu d'aller en prison sous le règne de Léopold Sédar Senghor. Après la disparition de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, c'est son frère Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin qui a été désigné khalife général de la confrérie Tidjane au Sénégal. Pendant ce temps-là, coup de tonnerre ce jeudi 16 mars dans le ciel éthiopien. À la présidence de la Confédération africaine de football depuis 1988, la terre s'est fendue sous les pieds du Camerounais Issa Hayatou, battu 34 voix contre 20 par le très percutant malgache Ahmad Ahmad. Ainsi, à la surprise générale, le football africain a un nouveau patron depuis ce jeudi 16 mars. Après l'annonce de la victoire d'Ahmad Ahmad, des cris de joie libérateurs ont retenti dans l'auditorium Nelson Mandela de l'Union africaine, où le vainqueur a été porté en triomphe jusqu'à la tribune. Selon le président de la Fédération ghanéenne de football, la victoire d'Ahmad, pour ne pas dire la défaite du désormais ex-président de la CAF Issa Hayatou, signifie que l'Afrique est prête pour le changement. Les Africains doivent, dit-il, embrasser ce changement et aller de l'avant. À son tour, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s'est exprimé en ces termes, je cite: « La démocratie a parlé, l'Assemblée générale a décidé d'ouvrir une nouvelle page. Nous espérons passer à une autre étape, améliorer ce qui a été fait. Mais nous devons aussi aujourd'hui, avec cette étape qui marque le départ du président Hayatou, lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait. On s'est beaucoup appesanti sur la durée de ses mandats, mais on doit aussi s'attarder sur ses réalisations pour voir qu'avec lui, la CAF a fait un grand bond. » Le nouveau patron de la CAF, M. Ahmad, chef de la Fédération malgache de football depuis 2003, peu connu il y a quelques mois, n'avait annoncé sa candidature qu'au mois de janvier dernier. A noter que pendant 29 ans de règne, seuls 2 candidats avaient osé défier Issa Hayatou, mais cette candidature surprise a toutefois peu à peu fédéré les mécontents des dernières années de M. Hayatou. Ahmad a pu compter sur le soutien des fédérations d'Afrique australe et de pays anglophones majeurs comme le Ghana et le Nigeria, avant de rallier progressivement certains pays francophones. L'actuel président de la FIFA, Monsieur Infantino, était accusé depuis plusieurs mois de rouler pour le rival d'Issa Hayatou. Du côté de la FIFA, une autre source indique que ce résultat ne peut en tout cas qu'apaiser les relations devenues tendues avec la CAF depuis qu'Infantino a pris la présidence de l'instance en février 2016. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, le second décret migratoire promulgué par le président Donald Trump a été bloqué. Un juge d'Hawaï a, le premier, donné pour la deuxième fois un coup d'arrêt au décret anti-migration de Donald Trump. Il a été suivi peu après par un autre juge fédéral, celui de l'État de Washington. Ce texte révisé, après la défaite en justice de la Maison-Blanche, avait pourtant été modifié et revu par des avocats. 6 pays sont concernés: la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Syrie et l'Iran. Il n'est donc pas entré en vigueur ce jeudi 16 mars comme prévu. Donald Trump a dénoncé une décision erronée et promet d'aller jusqu'à la Cour suprême. Cette loi prévoyait d'interdire d'entrer aux États-Unis pour 3 mois les ressortissants de 6 pays à majorité musulmane,
Les avocats de la Maison-Blanche ont plaidé la sécurité nationale et la protection de la nation contre d'éventuels terroristes. Ils ont expliqué que jamais dans ce décret modifié le terme musulman n'est employé. Il ne peut donc y avoir à leurs yeux soupçon de discrimination religieuse. Les juristes des plaignants ont parlé de changements cosmétiques dans un décret qui, à leurs yeux, est le même et porte la même philosophie discriminatoire envers une religion. Ghader Abbas, avocat du Caire, la plus importante organisation musulmane des États-Unis, est satisfait. Les changements sont très superficiels. Ce décret concerne toujours 160 millions de musulmans dans 6 pays. Le fait qu'il n'y ait pas les termes musulmans ou islam n'était pas des garanties devant la justice. La Maison-Blanche, pour éviter les erreurs commises dans le premier décret, avait demandé au ministère concerné d'écrire un texte incontestable devant la justice. C'est manifestement un échec. Pendant ce temps-là, le lait sénégalais a la peine face à la concurrence européenne. Le lait consommé au Sénégal provient essentiellement de l'Union européenne. Le pays compte pourtant 200 000 éleveurs, mais faute d'une filière laitière structurée et à cause de taxes qui leur sont défavorables, ils peinent à peser face aux mastodontes européens. L'UE pourtant participe au développement du secteur laitier sénégalais car ayant cofinancé avec le Canada 3 000 éleveurs sénégalais dans le cadre du programme AMPROLAIT visant à développer la productivité et la compétitivité du secteur du lait de vaches en Afrique de l'Ouest et centrale. Le Sénégal compte 300 000 vaches, soit autant que la France par rapport au nombre d'habitants, mais à cause de carences alimentaires et pour des raisons génétiques, les vaches sénégalaises ne produisent en moyenne que 300 litres par an, bien loin des 7000 litres des races européennes. Au Sénégal, le lait est un enjeu capital dans l'alimentation quotidienne. L'État vient d'annoncer lors du Salon de l'agriculture à Paris l'importation de 1000 vaches laitières pour améliorer la production locale. Pendant ce temps-là, au Maroc, le roi Mohamed VI a remercié le Premier ministre Abdelila Benkiran ce mercredi 15 mars. 5 mois de négociations pour former un gouvernement et à la fin un constat d'échec. En dépit de sa victoire aux législatives d'octobre, le leader du parti islamiste PJD n'a pas été en mesure de trouver une solution pour former une coalition. Pendant ce temps-là, Alassane Ouattara et Adama Barrow, les deux chefs d'État africains, étaient à l'Élysée. Le chef de l'État français François Hollande a rencontré mercredi 15 mars ses homologues africains. Le président Adama Barrow effectuait sa première visite officielle hors d'Afrique. Au menu de ces rencontres, la coopération économique et militaire principalement. Pendant ce temps-là, le bateau détourné lundi 13 mars au large de la Somalie est bien victime d'un acte de piraterie et les hommes armés qui en ont pris le contrôle demandent une rançon. C'est l'annonce faite mardi soir par la force navale européenne anti-piraterie opérant dans la zone. Le sort de l'équipage et du navire est désormais suspendu à l'ouverture des négociations. Tard dans la journée de ce mardi, soit 24 heures après l'abordage, le permanencier de la force navale européenne, EUNAVFOR, est enfin parvenu à entrer en contact par téléphone avec le capitaine du Harris 13. Le commandant de bord a confirmé qu'il avait été abordé la veille par des pirates et que ces pirates demandaient une rançon pour libérer le bateau. Selon plusieurs experts, le Harris 13 constituait une cible facile, alourdie par sa cargaison de pétrole chargée à Djibouti. Il naviguait lentement et proche de la côte somalienne. Les pirates, sans doute commandés par quelqu'un d'expérimenté en la matière selon un spécialiste en sécurité maritime, devaient sans doute connaître le navire et ses riches donneurs d'autres étrangers. Pendant ce temps-là, extradé en Guinée le 12 mars et aussitôt écroué, Toumba Diakité a été inculpé mardi 14 mars par la justice guinéenne, a-t-on appris dans un communiqué publié mercredi. Aboubakar Sidi Diakité, l'ancien aide-de-camp de Moussa Dadis Camara, est notamment poursuivi pour des faits de meurtre, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de vol à main armée, de torture, d'enlèvement, de séquestration ou encore d'agression sexuelle. Le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes
avaient été tuées et 109 femmes violées dans le stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants au massacre commis par des militaires. Cette mise en examen de Toumba Diakité a été saluée mercredi soir par la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme et 3 ONG guinéennes dans un communiqué commun. Pendant ce temps-là, en Gambie, la campagne pour les législatives est ouverte. Une autre élection se prépare, les législatives en Gambie, qui se tiendront dans 3 semaines. Il s'agit du premier scrutin post-Yaya Jammeh. La commission électorale a validé 239 candidatures et la campagne s'est ouverte ce mercredi 15 mars. 58 députés s'apprêtent à siéger à l'Assemblée. 53 postes sont ouverts au scrutin et le président Barrow nomme 5 parlementaires. 58 postes donc et 239 candidats. Pendant ce temps-là, les polices colombiennes et maliennes ont été mobilisées pour retrouver Gloria Narvaez, religieuse colombienne enlevée le 7 février dernier dans la région de Sikasso, au sud du Mali, par 4 hommes armés se présentant comme des djihadistes. Bogota a envoyé à Bamako une mission technique spécialisée dans la lutte contre les enlèvements. Pendant ce temps-là, le pape François ne se rendra pas en République démocratique du Congo. C'est le souverain pontife lui-même qui l'a annoncé dans un entretien accordé la semaine dernière à l'hebdomadaire allemand Die Zeit. Une visite était en effet en projet, mais la crise politique qui perdure en RDC et les mauvaises relations entre l'Église et le pouvoir du président Kabila repoussent une venue de François dans le pays. Pendant ce temps-là, les juges de la Cour pénale internationale ont pour la 11e fois refusé la liberté conditionnelle demandée par Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est incarcéré aux Pays-Bas depuis plus de 5 ans. Son procès a débuté en janvier 2016, mais au rythme actuel, il pourrait encore durer 7 à 8 ans. Cette nouvelle décision a été prise à l'unanimité, moins une voix, le président de la Chambre qui s'est déclaré en faveur de sa libération. Le président Tarfisser trouve la formule de ses collègues étonnante sur le fond et radicale sur la forme et rappelle que jusqu'ici Laurent Gbagbo est présumé innocent. Les textes de la Cour, comme c'est aussi le cas dans de nombreux pays, rappelle-t-il, indiquent qu'un accusé doit être jugé dans un délai raisonnable, sans qu'il ne soit réellement défini. Aux juges donc de décider du raisonnable et pour le président Tarfisser, cette limite a été atteinte. Laurent Gbagbo a déjà passé plus de 5 ans en prison, écrit-il. Pointant les défaillances du procureur, il rappelle que l'ancien président a passé 925 jours en prison avant d'être formellement mis en accusation. À l'époque, l'accusation avait été invitée à revoir sa copie et avait dû relancer son enquête, jugée trop faible. Pendant ce temps-là, en Ligue des champions de l'UEFA, les clubs qualifiés pour les quarts de finale connaissent depuis ce vendredi 17 mars leur adversaire. Les clubs espagnols, à savoir le Barcelone, le Real de Madrid et l'Atlético Madrid, vont croiser respectivement le fer avec les Italiens de la Juventus de Turin, les Allemands du Bayern Munich et les Anglais de Leicester City. Monaco, seul club français en lice, va défier le Borussia Dortmund. Rendez-vous est pris les 11 et 12 avril 2017 pour les phases allées. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Telesenegal.com get leen kon attendez. Wow, wow.